Bonjour, dans ce deuxième chapitre d'électrocinétique, nous allons présenter les règles qui régissent la tension et l'intensité dans un circuit électrique. Alors, tout d'abord, nous parlerons de la forme du circuit électrique avec les dipôles en série et en dérivation, les notions de maille et de nœud, et nous verrons ensuite comment les deux lois de Kirchhoff, la loi des mailles et la loi des nœuds, permettent de relier la forme du circuit à la répartition de la tension et du courant grâce à la loi des mailles et à la loi des nœuds. Avant de commencer, constatons que lorsqu'un circuit contient plus de deux dipôles, par exemple une pile et deux lampes, il devient possible de relier ces dipôles de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, on peut les relier en dérivation. Ici, vous voyez que la pile est reliée à la première ampoule et que chacune des bornes de l'ampoule est reliée à une borne de la deuxième ampoule. C'est un montage en dérivation. Dans ce montage, on constate qu'il y a plusieurs boucles. L'autre montage possible est un montage en série. La pile est reliée à une des ampoules, qui est reliée à l'autre ampoule, et on revient à la pile. On a alors une seule boucle. Voici 4 façons de brancher deux ampoules en jaune et une pile représentées par un grand trait positif et un petit trait négatif. Les façons A et D sont montées en série et les montages B et C sont en dérivation. Vous voyez que dans A et D, il n'y a à chaque fois qu'une seule boucle, tandis que pour B et C, il y a plusieurs boucles. En fait, comme les fils électriques représentés par les traits droits en bleu sont considérés parfaits, les montages A et D, en fait, sont identiques. Et les montages B et C sont aussi identiques. On dit que des dipôles sont placés en série si chaque borne des dipôles n'est reliée qu'à un seul autre dipôle, et on dit qu'ils sont placés en dérivation, on pourra dire aussi en parallèle, lorsque les dipôles sont placés de façon à partager leurs bornes. Par exemple, ici, les dipôles 1, 2 et 3 sont en série, puisqu'ils sont l'un à la suite de l'autre, tandis que les dipôles 4, 5 et 6 partagent les mêmes bornes, représentées par le fil du haut et par le fil du bas. Quand on étudie un circuit plus complexe, on peut considérer qu'on a affaire à un réseau de dipôles reliés entre eux. On va appeler nœud un endroit où plusieurs dipôles se rejoignent, comme ici la zone repérée en bleu. Encore une fois, comme les fils sont parfaits, n'importe quel point d'un fil fait partie du même nœud. Ici, toute la zone représentée en bleu fait partie du même nœud. Et on appelle branche un ensemble de dipôles qui n'est relié au reste du circuit que par exactement deux nœuds. Par exemple, ici, les deux points rouges vont délimiter une branche en bas, encerclée en bleu, et la branche complémentaire avec le reste du circuit. Attention, cette zone ici, en vert, n'est pas une branche. Attention, il y a 3 points qui relient au reste du circuit, donc ce n'est pas une branche. Quand on étudie le comportement d'un circuit, on peut souvent simplifier en utilisant le fait qu'une branche, comme ici celle en bleu, étant reliée au reste du circuit par uniquement 2 points, elle se comporte exactement comme un dipôle, puisqu'elle est reliée par 2 bornes au reste du circuit. On a donc un dipôle équivalent, représenté par une étoile dans le schéma de droite. Pour décrire un circuit, on appelle maille l'ensemble des dipôles qui forment une boucle fermée. Par exemple, ici en bleu, on a 4 dipôles qui forment une boucle. C'est donc une maille. En vert, on a ici 6 dipôles qui forment une boucle. Et en rouge, à nouveau 6 dipôles qui forment aussi une boucle. Vous pouvez chercher le nombre total
de boucles que vous trouverez à l'intérieur, et donc le nombre total de mailles dans ce circuit. En étudiant le comportement des circuits électriques, Gustav Kirchhoff a proposé deux lois. La première est la loi des mailles, porte sur la tension. Elle dit que la somme des tensions le long des arêtes d'une maille est nulle. Prenons par exemple la maille ABED dans ce schéma. Eh bien, d'après la loi des mailles de Gustav Kirchhoff, alors la tension UAB plus la tension UBE plus la tension UED plus UDA doit valoir 0 volts. Attention, ici on a orienté les tensions. On va bien de A vers B, puis de B vers E, puis de E vers D, et ensuite de D, on revient au point A. Il faut faire très attention aux tensions et à leur sens. Pour justifier cette loi, reprenons la définition de la tension que nous avions donnée dans le cours précédent. La tension est l'intégrale de A à B de la circulation du champ électrique. Si on reprend l'équation UAB plus UBE plus UED plus UDA, en remplaçant par les intégrales, on a l'intégrale de A à B, puis l'intégrale de B à E, puis l'intégrale de E à D, et enfin on revient au point A. En mettant bout à bout ces intégrales, on obtient une intégrale fermée sur A, B, E, D, et qui revient au point A. Alors, cette intégrale fermée, on peut prouver qu'elle est nulle, mais pour nous, on admettra qu'elle vaut 0. On a alors la loi des mailles, la somme des tensions le long des arêtes de cette maille est nulle. Prenons un exemple d'application de cette loi des mailles, en prenant la maille la plus simple qui soit, avec simplement deux dipôles reliés entre eux par deux bornes A et B. D'après la loi des mailles, on va avoir que la tension UA1B plus la tension UB2A est égale à 0. Attention au sens de parcours. On va de A à B, puis de B à A. Mais ici, les deux tensions représentées sur le schéma sont UA1B et UA2B. Et donc, on va rappeler que la tension, quand on inverse les bornes, est l'opposé. Et donc, on a UB2A est égal à moins UA2B. Et donc, en reprenant l'équation précédente, on obtient que la tension UA1B est égale à la tension UA2B. Simplement, la tension pour une maille à deux dipôles est la même dans les deux dipôles. Si on prend maintenant un montage en dérivation, en reprenant le circuit précédent et en rajoutant entre C et H 3 autres dipôles. On a alors 4 dipôles en parallèle, car ils partagent les bornes C et H. Ils sont tous soumis à la même tension, UCH, par la propriété précédente, puisqu'ils forment tous, avec celui à leur gauche, une maille à deux dipôles. Et donc la tension UCH est la même pour chacun des dipôles. Des dipôles en dérivation sont donc soumis à la même tension. Que se passe-t-il maintenant si les deux bornes d'un dipôle sont reliées au même nœud? Par exemple, ici, ce dipôle, le point A et le point B font partie du même nœud, puisqu'ils sont reliés par un fil. On dit que ce dipôle est en court-circuit. Donc, comme c'est le même nœud, on peut appliquer la loi des mailles et dire que UAB est égal à 0. Attention, il ne faut surtout pas brancher un générateur de tension en court-circuit, car un générateur de tension impose une tension non nulle à ses bornes. Or, quand on le met en court-circuit, on impose une tension nulle. On risque donc d'abîmer le matériel. La loi des mailles permet d'introduire une autre notion qui, suivant les cas, pourra simplifier les calculs.
le potentiel électrique. Tout d'abord, considérons la tension UAH entre les points A et H, qui sont donc à l'opposé l'un de l'autre dans le circuit. Pour définir cette tension, on peut prendre plusieurs définitions. Par exemple, le chemin UABCFEDGH en rouge ou le chemin UADGH. Eh bien, ces deux chemins forment une maille. Et comme ils forment une maille, la tension aux bornes de ces deux chemins, en somme, doit être 0. En les prenant dans le même sens, on a alors que la tension, selon UABDFEDGH, est égale à la tension UADGH. Donc, la tension entre les deux nœuds ne dépend pas du chemin suivi. Que vous soyez passé par n'importe quel parcours, la tension sera la même. Or, on a vu précédemment que la tension AH pouvait s'exprimer comme le travail de la force électrique pour une unité de charge qui irait entre le point A et le point H. On vient de voir donc que ce travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc la force électrique est une force conservative. Et une force conservative dérive d'une énergie potentielle. Son travail, WAH, est donc égal à l'énergie potentielle électrique en A moins l'énergie potentielle électrique en H. Pour retrouver la définition de la tension, on divise le travail par la quantité de charge, et donc la tension, UAH, est égale à l'énergie potentielle en A divisé par la charge, moins l'énergie potentielle en H divisé par la charge. On a ainsi créé deux potentiels électriques, W en A et V en H, donc le potentiel électrique en A et le potentiel électrique en H. On a alors que la tension UAH est égale à la tension en A moins la valeur du potentiel en H. Plus généralement, on peut dire qu'il existe un potentiel électrique que l'on note par la lettre V en tout point du circuit, tel que la tension entre ces deux points soit la différence des potentiels. Le potentiel électrique peut aussi s'interpréter comme l'énergie potentielle électrique, donc une énergie par unité de charge. Comme tous les potentiels, le potentiel électrique est défini à une constante près. C'est-à-dire que si V est un potentiel, alors V plus n'importe quelle valeur sera aussi un potentiel. Prenons une constante et prenons la tension UAB. UAB est égal au potentiel en A moins le potentiel en B. C'est donc aussi égal au potentiel en A plus la constante, moins le potentiel en B, moins la constante. Plus constante, moins constante, on simplifie. Et donc c'est égal au potentiel plus constante en A, moins potentiel plus constante en B. On a donc montré que potentiel plus constante définit un nouveau potentiel. Donc il faut choisir une référence des potentiels avant d'étudier le circuit, pour travailler avec la même référence partout. Généralement, on prend un point dont on dit que son potentiel est nul. C'est généralement le point appelé la masse ou la référence des potentiels. Ici, on pourrait prendre par exemple que le potentiel au point E est égal à 0 volts. En effet, le potentiel électrique étant homogène à la tension, il se mesure en volts. La seconde loi de Gustav Kirchhoff porte sur les nœuds et sur les relations entre les intensités à un nœud. Voici un nœud où trois courants d'intensité I1 et I2 et I3 arrivent. On se demande donc quelle est la relation entre ces trois courants. Pour répondre à cette question, il va falloir faire appel à un principe, le principe de non-accumulation de la charge. La quantité de charge en tout point du circuit reste constante. Donc,
Si on fait une étude de la charge à l'intérieur d'un volume qui entoure le nœud, eh bien, la charge dans ce volume est constante. Donc il n'y a pas de variation au cours du temps. Comme il n'y a pas de variation au cours du temps, on peut faire un bilan. Cette absence de variation peut se réexprimer comme la charge créée dans ce volume plus la charge entrant dans ce volume doit être égale à 0. Comme la charge est conservative, on l'a vu dans le chapitre précédent, la charge créée est de 0 coulomb. On en déduit donc que la charge entrante dans ce volume est aussi 0 coulomb. Or, la charge entrante par unité de temps est définie comme le courant entrant. Vous vous souvenez, le courant étant la quantité de charge qui traverse une surface. Ici, on regarde la quantité de charge qui traverse la surface du volume pour entrer dans le volume. Et ce courant entrant, ici, c'est donc I1 plus I2 plus I3. On en déduit donc que I1 plus I2 plus I3 vaut 0 ampère. Encore une fois, attention au sens, ici au sens du courant. Dans le schéma de gauche, on avait pris les trois courants entrant dans le nœud. Mais dans le schéma de droite, le courant I'3 sort du nœud. Comme le courant est sortant, alors qu'il était entrant avant, on a I'3 qui est simplement moins I3. Et donc la relation I1 plus I2 plus I3 égale 0 peut se réécrire I1 plus I2 égale I'3. On obtient alors la loi des nœuds. Pour un nœud, tout le courant qui entre dans le nœud ressort du nœud. On a donc la somme des intensités des courants entrants doit être égale à la somme des intensités des courants sortants. Prenons deux applications fondamentales. Premièrement, pour un nœud isolé, la loi des nœuds nous donne que I plus rien du tout, puisqu'il n'y a qu'un seul courant arrivant à ce nœud, est égal à 0. Donc, pour qu'un dipôle soit traversé par du courant, les deux extrémités, les deux bornes doivent être branchées. Deuxième application, prenons deux dipôles en série. Ces deux dipôles sont séparés par un nœud dans lequel il y a uniquement deux courants. On a donc la loi des nœuds qui nous donne que le courant entrant I1 est égal au courant sortant I2. Donc, deux dipôles en série sont traversés par un courant de même intensité. Pour un montage en dérivation, on a alors, en appliquant la loi des nœuds au nœud de gauche, que le courant entrant I1 est égal à la somme des courants sortants I1 plus I2. Et si on applique au nœud de droite, on a que les courants sortants I sont égaux au courant entrant I1 plus I2. Ce qu'on constate, c'est que le courant est partagé entre les deux branches de la dérivation, et à la fin de la dérivation, il est recombiné. Résumons le chapitre en un seul tableau. Il y a deux façons de brancher deux dipôles entre eux. Soit l'un à la suite de l'autre, on a alors un montage en série, soit l'un à côté de l'autre, on a alors un montage en parallèle. Pour la tension, un montage en série présente la somme des deux tensions. La tension totale est égale à la tension U1 plus la tension U2. Pour un montage en parallèle, les deux tensions sont égales. Donc là, on utilise la loi des mailles. Pour l'intensité, pour un montage en série, les deux intensités sont égales. Pour un montage en dérivation, l'intensité à l'entrée du montage est égale à la somme des intensités dans chacune des deux branches. Donc vous voyez qu'il y a une forme de parallèle entre tension et intensité
quand on inverse le montage en série et le montage en dérivation. C'est tout pour ce chapitre. Nous nous retrouvons bientôt avec l'étude de nos premiers dipôles.